Discours prononcé par le général de Gaulle le 7 mars 1948 à Compiègne. Contexte. Parlant place du Palais à Compiègne, le général de Gaulle expose la politique que la situation internationale et intérieure commande à la France de mettre en œuvre et renouvelle son appel en vue d'une consultation du pays. Dans la série des bouleversements que le monde subit en notre siècle, il semble, à de certains moments, que le destin soit suspendu. On dirait qu'avant de choisir sa route, il veuille mesurer ce dont chaque peuple est capable. Sans tomber dans le fatalisme, on peut penser que nous nous trouvons à l'une de ces périodes où tout va se décider et que la tournure de graves événements dépendra, pour une large part, de ce que nous, Français, saurons faire dans les jours prochains. Au moment où je vais parler de la situation de la France, des dangers qui la menacent et des moyens de son salut, en précisant pour conclure comment je puis moi-même la servir, c'est vous dire à quel point m'émeut l'audience magnifique que voici, dans le cadre historique de la noble ville de Compiègne, auprès de lieux aussi marqués de notre gloire que le carrefour de la victoire de Foch, de nos douleurs que Royalieu, de notre fierté que la rue du général Leclerc. Après le drame de la guerre récente, une extrême fatigue avait saisi l'âme d'un grand nombre de Français. Ils avaient subi tant d'alarmes, de désillusions, de dégoûts. Ils se trouvaient étreints par tant de soucis et de difficultés qu'une fois la victoire assurée, beaucoup se détournèrent des grands buts et des grands efforts qui les avaient quelque temps soulevés. Dans la République, tirée de l'abîme avec la patrie, recommençait le jeu effréné des partis. C'est alors que moi-même, ne pouvant participer à un système absurde et hostile, où n'existaient pas les moyens des grandes responsabilités, je m'en retirai pour qu'il fît sans équivoque sa propre démonstration, avant qu'aucun péril nouveau ne vînt menacer le pays. Mais à l'appel qui, l'an dernier, fut adressé de Strasbourg, et maintes fois répété depuis en prévision des dangers renaissants, la nation s'est ressaisie. Et voici que le grand éclair de Prague achève d'avertir les Français. Je crois qu'il est urgent que nous sortions des marécages et que nous reprenions ensemble le chemin du salut. C'est un chemin difficile. Nous sommes un peuple blessé par des épreuves inouïes, une nation divisée et subdivisée à l'extrême, pour avoir, depuis des générations, subi au-dedans d'elle-même et soutenu au-dehors toutes les grandes querelles des hommes. Un État vacillant au milieu des débris de 15 régimes écroulés. Un pays dont le déséquilibre économique, social, financier, monétaire, allant toujours en s'accentuant depuis de nombreuses années, aboutit aujourd'hui pour toutes les catégories, cultivateurs, ouvriers, patrons, commerçants, professions libérales, à un désarroi général, une patrie menacée de l'extérieur par l'expansion d'un immense empire dont les maîtres visent à la domination mondiale, minée de l'intérieur par des séparatistes au service de ces étrangers, et qui profite de la confusion de l'État et de l'irritation de tous pour entraver l'activité, aggraver toutes les crises, envenimer toutes les plaies et préparer leur dictature. Dans de telles conditions, nous n'arrangerons plus nos affaires autrement que par les grands moyens. Le renouveau économique, social, financier, sans lequel nous ne serons plus qu'un peuple de pauvres diables, à supposer que nous demeurions libres, qui donc peut réellement croire que nous le verrons sortir des expédients successifs et contradictoires que l'on qualifie d'expérience? Non, ces artifices d'ordre mécanique qui portent tour à tour sur la monnaie, les prix, les impôts, les rémunérations, les consommations, pourraient sans doute avoir leur part d'efficacité dans un cadre tout différent et dans une toute autre atmosphère, mais ils ne sont que des cartes brûlées du moment qu'il n'est pas remédié aux causes essentielles du mal, excès des dépenses publiques,
insuffisance de la production et, par-dessus tout, inquiétude générale. Or, c'est en quoi la dimension de ce qu'il faudrait faire dépasse les possibilités du régime tel qu'il est, quelle que puisse être souvent, d'ailleurs, la valeur et la bonne volonté des hommes. Réduire les dépenses d'une manière effective et durable, cela comporte, en effet, la suppression de services entiers, la mise en ordre radicale des entreprises nationalisées, la réforme profonde du fonctionnement des assurances sociales, le rétablissement à tous les échelons administratifs de la discipline et de la responsabilité, rongés par les empiétements des partis. Accroître la production, cela implique d'abord que l'agriculture, qui fut toujours, qui est, qui doit rester l'armature et comme le critérium de la valeur de la France, reçoive un appui massif quant à son équipement et quant à sa main-d'œuvre. Cela implique aussi que, dans chaque groupe d'entreprises industrielles, l'association de tous ceux qui y participent, patrons, cadres, ouvriers, employés, prennent le rendement collectif comme base de la rémunération de chacun, avec le concours de syndicats nouveaux et lavés de la politique, pour que cesse, à la fin des fins, aussi bien l'exploitation des hommes par d'autres hommes que l'absurdité des luttes sociales systématiques. Cela implique enfin que, dans toutes les activités, la carrière soit largement rendue à la liberté d'entreprendre, au goût de créer, à l'audace de risquer, leviers sans lesquels on peut bien asservir mais non point soulever le monde. Mettre un terme à l'inquiétude qui écrase notre essor, cela exige que chacun se sente protégé par un ordre public solidement établi et par une justice bien rendue, et que ceux qui jouent un autre jeu que celui de la France soient d'office écartés des postes d'où l'on dirige les Français. Il suffit d'évoquer ces nécessités capitales et tout ce qu'elles supposent de confiance, d'ordre et d'ardeur de la part du pays, de crédit, de continuité, d'impartialité de la part des pouvoirs publics, pour comprendre que nous n'en viendrons pas à bout dans un régime bâti sur nos divisions. Mais voici que des événements graves viennent de faire sentir directement à la nation quelle menace s'approche du dehors et se prépare au-dedans, à la faveur de la dispersion des peuples libres et de l'inconsistance de notre propre politique. La Russie soviétique joue sa partie pour la domination. Dans l'histoire, elle n'est certes pas la première, mais elle engage des atouts exceptionnels, vastes et multiples ressources, peuple docile, patient, plein d'amour-propre, 180 millions d'habitants, le tout manié par une dictature absolue. En outre, l'idéologie qui lui sert d'avant-garde cumule les sombres attraits de la révolte et de la termitière, de la conquête et du désespoir. C'est par là qu'elle dispose, dans chaque contrée, de la terre du concours de séparatistes exclusivement à ses ordres et dont toute l'action tend à s'emparer de l'État. L'effondrement du Reich d'Hitler et des gouvernements qui lui servirent de satellites, les souffrances des peuples ravagés, la présence des troupes russes victorieuses dans une grande partie de notre continent, la prépondérance qui ont reconnu à l'autorité de Moscou l'Amérique et l'Angleterre dans les conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, enfin, hélas, l'effacement de la France, sans l'influence active et la puissance de laquelle il ne put, il ne peut, il ne pourra y avoir jamais de liberté assurée en Europe, ouvre une carrière inouïe à l'ambition des soviets. Leurs délégués, en liquidant les opposants et en faisant jouer dans les cadres politiques, syndicaux, administratifs, tous les ressorts de la crainte, de l'ambition, de la vanité, exercent des pouvoirs dictatoriaux en Prusse, en Saxe, dans les pays baltes, en Pologne, en Yougoslavie, en Bulgarie, en Albanie, en Roumanie, en Hongrie et maintenant en Tchécoslovaquie. Les voisins de cet énorme bloc,
Finlande, Autriche, Grèce, Turquie, Iran sont tenus sous la poire d'angoisse. L'Italie est en état d'alarme. Où que l'on aille en France, on sent peser sur nos champs et nos villes une même sourde inquiétude, parce que tout le monde sait quel serait l'affreux destin à quoi nous condamnerait l'invasion et la servitude. Partout ailleurs, dans l'Occident de l'Europe, comme en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, des actions sont en cours, diverses mais cohérentes, qui préparent les voies et moyens de l'entreprise de domination. Alors, devant une pareille pesée, nous laisserons à ceux qui veulent s'aveugler eux-mêmes leurs inguérissables sophismes, leurs illusions de parti pris. Nous ne concédons rien non plus à cette sotte et lâche convention, en vertu de laquelle il est entendu qu'on ne regarde pas les choses en face, qu'on ne les appelle pas par leur nom, qu'on n'agit pas d'après ce qu'elles sont. C'est de cela que, naguère, s'enveloppaient les faiblesses qui préparaient les abandons. C'est de cela qu'aujourd'hui se couvrent toutes sortes de craintes, de calculs et d'impuissance. Nous proclamons, nous, sans embâge, quelle doit être la politique de la France qui se rassemble pour demeurer libre. Pour nous, d'abord, il faut que se forme entre les États libres de l'Europe un groupement économique, diplomatique et stratégique, conjuguant leur production, leurs échanges, leurs actions extérieures et leurs moyens de défense. Cet ensemble, qui pourrait comprendre 250 millions d'hommes, des ressources considérables et souvent complémentaires, des valeurs intellectuelles, spirituelles, morales et sociales éminentes, complétées outre-mer par les territoires rattachés ou associés, et plongeant partout d'innombrables influences, redresserait la chance du vieux monde. Mais d'un groupement ayant pour artère la mer du Nord, le Rhin, la Méditerranée, c'est à la France que doivent revenir le devoir et la dignité d'être le centre et la clé. Pour nous, ensuite, le sort de l'Allemagne, pour autant qu'il dépende de l'Angleterre, des États-Unis et de la France, doit être réglé de telle sorte que le peuple allemand puisse faire partie du groupement occidental. Ce peuple qui paie aujourd'hui si cher les attentats séculaires dont il fut l'instrument, mais en qui nous reconnaissons une partie intégrante de l'Europe, nous savons bien, nous Français, qu'il lui faut une issue, un rôle, une espérance, et nous l'appelons vers l'Occident comme jadis l'y appelèrent la chrétienté et Charlemagne. Mais nous savons aussi qu'il ne saurait y avoir d'union pour la vieille Europe si l'Allemagne s'y présentait encore comme une menace possible. Tout règlement du problème allemand qui aboutirait, directement ou indirectement, à reconstituer le Reich serait donc un règlement mauvais. Y souscrire serait pour nous impardonnable. Y contribuer éventuellement, en livrant les gages que nous tenons en main, ne pourrait être excusé. Au contraire, les États allemands, ayant chacun son caractère, ses institutions, son gouvernement, et se fédérant à leur guise, trouveraient naturellement leur place dans le groupement des autres États européens. Il en serait de même de l'Autriche. La Ruhr entrerait dans ce cadre avec son régime spécial. C'est à la France que tant de griefs nationaux, et parfois aussi tant d'intrigues menées du dehors, ont de siècle en siècle opposé aux Allemands, mais que de nombreuses raisons, notamment économiques, appellent à s'en rapprocher. Moyennant des conditions fermes, c'est à la France qu'il appartient de prendre la tête de cette transformation. Pour nous, enfin, il est nécessaire que l'effort de la vieille Europe et celui de l'Amérique se conjuguent pour remettre notre pauvre monde debout. Cela signifie sans nul doute que les États-Unis nous prêtent un concours large et prolongé dans l'ordre économique. Ils en ont pris, d'ailleurs, l'initiative, et je salue sans aucun embarras leur clairvoyante générosité. Mais il est clair que leur appui devrait s'étendre en même temps au domaine de la défense, et d'une manière aussi précise et explicite
de part et d'autre, que le fait le projet Marshall, en matière de crédit et d'importation. Il va sans dire que la première condition serait que nous ayons nous-mêmes une véritable défense nationale. Cependant, je le dis avec force, il appartient à l'Europe de faire en sorte que, grâce à elle et réciproquement, ses prêteurs y trouvent leur compte, tant par le renforcement de leur propre sécurité que par le développement des grands échanges internationaux. Car, dans les rapports à établir et dans les accords à conclure entre les deux côtés de l'Atlantique, il doit absolument s'agir de coopération et non point de dépendance, sous peine de tout compromettre pour le malheur général, qui ne voit qu'au point de vue de cette solidarité économique et stratégique, la France et l'Union française, telles qu'elles sont, placées là où elles sont, ou bien joueront un rôle primordial, ou au contraire rendront vaines les meilleures intentions des autres, suivant qu'elles seront ou non intérieurement assez solides pour qu'on puisse faire fond sur elles. Si dure que soit notre époque, rien ne saurait nous dispenser du devoir de rester la France. Mais il y faut l'effort puissant de la nation tout entière, conduite par des pouvoirs assez forts pour affronter des difficultés réellement sans précédent, et, au besoin, des périls qui seraient probablement les plus grands de notre histoire. J'ai précisé, en maintes circonstances, quels sont les buts à atteindre et les moyens du salut. J'ai, depuis des mois, montré de quelle manière devrait être réformé l'État, qui est l'instrument de l'action nationale. J'ai créé, au-dessus de nos divisions et sans exclure personne, le rassemblement du peuple français, pour entraîner la nation vers les objectifs qui s'imposent. De ce fait, la confiance et l'espoir ont trouvé leur cadre, et, quoi qu'il arrive, trouveraient leur recours. J'ai constaté, après la consultation électorale d'octobre, que pour mettre les pouvoirs publics en mesure d'accomplir leurs tâches, il fallait que, d'abord, l'accord entre le Parlement et le pays souverain fût établi par des élections, pour lesquelles devrait s'accomplir, dans un esprit d'union et de bon sens, le regroupement exigé par l'intérêt national. À présent, ce sont les événements qui commandent de ne plus attendre. Car pourquoi, au nom de quoi, prolonger un système qui ne peut être que chronique faiblesse et crise permanente? Quant à moi, je le déclare, tout est prêt pour assurer la direction du pays vers son salut et sa grandeur, dès lors que les conditions permettraient de porter les responsabilités nécessaires. Françaises, Français, ce que nous avons encore à faire ensemble, c'est pour nous tous. Il y faut le concours de tous, eh bien, j'en appelle à tous.